J'avais fait un sondage sur la chaîne YouTube pour savoir de quel film vous vouliez que je parle. J'avais proposé 2 films. Le sondage a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de votes, et les résultats étaient tellement proches que finalement, je vais vous parler des 2 films. Donc aujourd'hui, on va parler du premier de ces 2 films, on va parler d'un grand film, à savoir Le Dernier Samouraï. Hajime! Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée, comme vous l'avez vu en intro, à un film que j'ai eu la chance de voir au cinéma à sa sortie, un film que j'adore et pourtant un film dans lequel on va revenir sur quelques détails. Dans cette vidéo, on va donc parler du film en lui-même, on va parler de la pré-prod, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous parler de l'aspect histoire vraie du film. Et sachez que, au passage, on va se moquer un petit peu des réseaux sociaux. Un tout petit peu. C'est tout au début des années 90 qu'un premier jet de scénario est proposé à la société de production indépendante Radar Pictures. Radar Pictures, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont fait les derniers Jumanji par exemple, qui ont fait le dernier Riddick, qui avaient déjà fait avec Tom Cruise Cocktail, donc des gens qui sont quand même connus dans le milieu. Ce qui avait plu dans cette histoire de scénario, ce qui avait tilté les producteurs, c'est qu'en fait, ils voyaient clairement le lien entre l'extinction, on va dire, des samouraïs, du monde des samouraïs, avec ce que l'Amérique avait vécu, donc c'est-à-dire la fin des Indiens. L'histoire au début devait mettre en avant l'histoire d'un cow-boy, d'un vrai cow-boy qui allait au Japon à peu près à la même époque, mais ça devait être un cow-boy. À ce moment-là, donc, le projet était plus ou moins lancé, c'était vraiment quelque chose qui intéressait, et c'est le réalisateur Vincent Ward qui est mis aux manettes. Ce réalisateur va retravailler un petit peu le scénario et va changer un détail important, de ne pas en faire un simple cow-boy, mais plutôt justement un ancien des guerres indiennes, quelqu'un qui a connu tout ça, et un ancien aussi des guerres de sécession, bref, un soldat et non plus juste un simple cow-boy. Avec ces idées, donc ils ont essayé de réécrire les scénarios, d'essayer de donner une forme, etc., mais il n'y avait jamais rien qui était totalement convaincant. Comme bien souvent à Hollywood, quand un projet prend trop de temps, le réalisateur il part sur autre chose, donc il est parti, Vincent Ward, même s'il reste toujours quelque part là en tant que producteur, son nom apparaît. Donc il est parti faire autre chose, et c'est un certain Edward Zwick qui se retrouve donc aux commandes de ce film. À ce moment-là, c'est un scénariste qui s'appelle John Logan. John Logan qui avait écrit le scénario, entre autres, de Gladiator, donc un autre film historique, si on peut dire, ou qui se met dans un élément historique pour raconter son histoire, qui va s'occuper du scénario. John Logan est crédité à l'histoire et en tant que co-scénariste, entre autres avec Edward Zwick et encore d'autres personnes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui qui va mettre en forme tout ça en se basant sur les idées, et c'est comme ça qu'on aura le scénario. En ce qui concerne Tom Cruise, donc, il devait faire le film Cold Mountain, mais il a été très intéressé par ce dernier samouraï, et donc il a laissé Cold Mountain pour faire ça, et donc il l'a produit, vous savez, entre lui et sa camarade de coproduction, donc Paula Wagner. Il faut savoir que Tom Cruise, à l'époque, c'était l'époque où il n'était pas le plus populaire du monde. Attention, ça ne veut pas dire que ses films ne cartonnaient pas, ce film a bien marché, entre autres, mais c'était une époque où Tom Cruise, il était en train de nous parler de scientologie un peu partout, il commençait à en faire un peu le fou, bref, c'était pas sa grosse période. En plus, cinématographiquement parlant, c'est l'époque où il se faisait un peu remettre en place en disant qu'il était sur tous les plans, qu'il essayait d'être beau gosse tout le temps, qu'il phagocytait totalement le film, et tout ça a joué un peu en sa défaveur. Alors je profite déjà pour en parler. Oui, le film est très centré sur lui, c'est lui le personnage principal. Oui, il essaye toujours d'être un peu beau gosse, un peu bien fait, même quand il est censé se prendre des coups et tout. On est bien d'accord là-dessus. On peut pas totalement le nier, ça, par rapport au film. Pour la petite histoire, à la sortie du film, il a tenu des propos un peu bizarres, comme quoi, oui, en fait, le bouddhisme, c'est l'ancêtre de la scientologie et tout ça. Et semble-t-il que dans le scénario, il y a des choses qu'on peut rattacher à la scientologie. Donc, comme quoi, le film serait peut-être, je dis bien peut-être, une espèce d'hommage, non pas finalement au samouraï, mais à la scientologie. L'avantage, c'est que la scientologie, je m'en fous, j'en m'en bats les reins, et ça m'intéresse pas, donc je vais pas chercher. Donc, les messages qu'il y a peut-être là-dedans, peut-être, mais en fait, je m'en fous, parce que moi, je prends le film pour ce qu'il est, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, évidemment. Donc voilà, le projet du film est lancé. Hajime! Attention toujours aux bonus présents sur le DVD et autres que je possède, qui passe son temps à dire oui, on a vraiment voulu rendre hommage aux samouraïs, on s'est renseigné, on voulait que ce soit vraiment comme ça, on a vraiment fait tout très bien, tout très vrai, Tom Cruise il est génial, il vient avant tout le monde, il s'entraînait au sabre, et il passait des heures et des heures à s'entraîner aux arts martiaux par jour, ce qui fait que le mec il est vraiment rentré dans l'esprit d'un samouraï.
Ouais, on va se calmer quand même. On va se calmer. Et moi, j'ai fait des arts martiaux pendant 21 ans, des arts martiaux japonais, donc voilà. Hein. Donc, je vais dire un peu plus d'ailleurs, hein, puisque je continue d'une certaine manière. Donc, on va relativiser tout ça, donc c'est toujours très compliqué là-dedans. Je trouve qu'il y a toujours un peu de commercialité dans ces bonus qui m'exaspère assez profondément. Mais on va donc parler du film en lui-même, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Donc tout d'abord le casting. Donc évidemment Tom Cruise, je vous ai dit, toutes les caméras sur lui, blablabla. Ouais, mais qu'est-ce qu'il joue bien dans le film? Qu'est-ce qu'il le fait bien? Sérieusement. C'est ça qui fait que ça fonctionne dans ce film. Je vais revenir. C'est que on peut avoir peur de certaines choses. Il y a certaines choses qui sont présentes, mais il le fait tellement bien. Tom Cruise, je trouve qu'il est excellent dans le film. Il est excellent. Dans le rôle de Katsumoto, on a Ken Watanabe. Ken Watanabe qui a été assez présent sur les écrans et qui faisait souvent l'asiatique, même pas forcément pour des rôles typiques asiatiques. Donc on peut dire qu'il a une carrière assez intéressante aux États-Unis. Et pour la petite histoire, je trouve que les rôles de japonais ont été peu à peu transférés à un certain Hiroyuki Sanada, que l'on a dans ce film aussi. Donc pour Ken Watanabe, on l'a vu entre autres chez Nolan, hein, par exemple. Inception, ou encore Batman Begins, on l'a vu dans Godzilla. Hiroyuki Sanada, on commence à le voir dans pas mal de films, là tout de suite, toujours un peu de la peine à citer, il était dans Sunshine, dans mon souvenir, est-ce qu'il était dans Life aussi, je crois, mais Hiroyuki Sanada, on l'a vu évidemment dans Ring, hein, le film japonais, mais, en France, on le connaît évidemment surtout pour avoir été Hayato dans Sankuka, et donc c'est pas récent pour nous de connaître ce jeune gamin, qui est donc un acteur, mais qui a aussi été formé donc à tout ce qui était action, cascade et compagnie, puisqu'il a fait partie de la JAC, donc la Japan Action Club, dirigée par un certain Sonny Shiba, voilà, c'est dit. Dans le rôle de Kata, on a l'actrice Koyuki Kato qui est fantastique dans le film. Je suis désolé, bon déjà elle a une beauté qui se dégage, en fait, le fait que ce soit une femme qui soit belle, même si après c'est une question de point de vue évidemment du spectateur, mais je veux dire globalement, elle est pas moche, ça aide à créer cette tension sexuelle qu'il y aura entre son personnage et celui de Tom Cruise. Et en plus, elle le fait bien parce que tu sens que elle déteste le personnage, mais elle le montre pas, elle garde ses émotions, tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions en elle, enfin je trouve qu'elle le fait superbement bien, franchement je trouve que limite, non, j'allais dire le porte-film sur ses épaules, non, mais elle aide clairement à porter ces scènes-là sur ses épaules entre autres, non, elle le fait superbement bien, honnêtement, il y a pas à chier. Autant dire, les acteurs sont plutôt bien dirigés. Hein. Je veux déjà évoquer la musique de Hans Zimmer. La musique de Hans Zimmer dans ce film, elle est magnifique, elle est incroyable. Le truc, c'est que ce film, comme je vous ai parlé un peu des deux acteurs, c'est que c'est pas juste que la musique est bien et on sépare. Je sais pas moi, c'est bien filmé et on sépare. Non, non, c'est que les choses se marient entre elles. La musique, elle est incroyable parce que, alors évidemment, pour occidental que nous sommes, hein, c'est un film qui se passe en Asie et qui veut nous évoquer l'Asie pour nous occidentales, et ben cette musique, elle arrive à évoquer justement l'Orient, mais elle a un côté parfois doux comme ça, léger, mais qui arrive à fonctionner très très bien, qui dégage une certaine tendresse, et qui sait quand il faut passer à la vitesse supérieure quand le film le demande, mais qui arrive à dégager ce truc-là. Ce qui m'amène à l'autre sujet, et cet autre sujet, c'est la mise en scène globale. La mise en scène du film est assez folle. Alors, vite fait, déjà, les chorégraphies de sabre et l'exécution sont plutôt très bien faites. Hein. Oui, d'accord, on est d'accord. Quand ils font des uke nagashi, hein, je me la pète. Donc des blocages comme ça, des fois c'est plus, hop, je me pousse et je laisse passer le sabre à côté. Oui, ok, d'accord, mais bon. Globalement, pour un film comme ça, on va dire, c'est plutôt très bien fait, surtout qu'il fallait de ça pour faire ressortir le côté guerrier qui travaille intensément son art. Tu pouvais pas filmer ça comme de la merde. Il fallait que ce soit plutôt bien exécuté, c'est plutôt bien fait, mais... il y a aussi, pour parler justement de la musique, un peu ce village japonais qui dégage justement une sensation de paisible, de bien-être, de relâchement, et tout ça avec la musique, ça fonctionne, mais à un niveau incroyable. Et ce qui est donc très fort pour rester sur la mise en scène, c'est le nombre de choses qui ne sont pas dites dans le film. Ce que je veux dire par là, c'est que la caméra raconte beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas verbalisées. Mais quand je vous dis ça, je vous le dis même pas d'un point de vue un peu, comment dire, un peu pédant, en mode oui, alors le film, il faut être capable de voir ce que raconte la caméra au-delà de ce que... Non, 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 non. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui ont vu le film au cinéma, à la télé, ou où est-ce que vous voulez, ils ont tous tout compris au film, hein, c'est pas un film compliqué, hein, mais qui raconte pas forcément verbalement. Et tout le monde le ressent, tout le monde le voit. Et c'est ce qui fait que cette mise en scène qui a l'air d'être simple, eh ben, en fait,
elle est vachement travaillée, j'ai envie de dire. Et comme en plus, eh ben, elle aide, de par, comme j'ai dit, ce village à faire ressentir toutes ces émotions, tout ce truc, les scènes de fight sont plutôt bien filmées, il y en a une qui me dérange un petit peu plus côté chorégraphie, c'est celle de Katsumoto au début, quand il est dans le village. On voit que c'est très chorégraphié, 1, 2, 3, 4, mais bon, voilà, globalement, comme j'ai dit, il y a des Hiroyuki Sanada et tout ça, c'est vachement bien fait. Pour venir sur un truc, par exemple, scénaristique qui est tout bête, qui n'est pas forcément verbalisé, même si on le voit très clairement, on a l'adaptation du personnage d'Algren, pardon, je l'appelle Algren, mais c'est Algren. Algren, dans ce village. Par exemple, au début, bah, il porte ses habits d'occidentaux. Ok. Il tient son épée à une main, parce que c'est comme ça qu'il a été formé. Peu à peu, il va tenir l'épée à deux mains. Ensuite, il va porter le kimono. Donc on voit peu à peu cette adaptation au village par rapport à ce qui se fait, mais il n'y a personne qui va dire « il s'adapte ». Alors certes, on va dire à un moment donné « ah, il s'améliore dans le maniement du sabre », des trucs comme ça, mais on va rarement te l'expliquer. C'est simple, hein, j'ai dit, hein, c'est grand public, mais c'est super bien fait. Ce film, d'une certaine manière, à ce niveau-là, il fonctionne un peu comme Karate Kid, c'est-à-dire il essaye de nous vendre la magie de l'Orient, de manière certes, encore une fois, assez stéréotypée, hein, on reviendra sur l'histoire vraie hein, qu'il y a eu là derrière, mais ça fonctionne tellement bien, c'est un film qui te donne envie d'être comme le personnage d'Algren, il te donne envie d'être chez ces samouraïs pendant une année comme ça, de t'entraîner, de te lever, de passer du temps, de faire l'amour à la femme du mec que t'as tué. Non, j'abuse. Je reviendrai là-dessus tout de suite, en fait. La tension sexuelle entre les deux est intéressante parce qu'elle est interdite. Le moment où, justement, il l'habille avec l'armure, il dégage une sensualité grandiose. J'ai trouvé dommage le coup du bisou. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça en faisait un petit peu trop. Ça reste chaste, mais un petit peu trop. Mais c'est de l'ordre du détail. Je trouve cette scène magnifique dans ce qu'elle représente et dans la difficulté, mais du personnage de Taka à accepter Algren. Mais ce qui est important là-dedans, c'est surtout l'aspect acceptation totale de Tom Cruise, donc du personnage de Tom Cruise, en tant qu'habitant de ce village et donc de samouraï. En parlant de ça, c'est le moment d'évoquer un problème. Quand le film est sorti au cinéma, on avait tous très peur, parce qu'on avait ces posters avec Tom Cruise et sa grande gueule, écrit « Le dernier samouraï », comme je vous ai dit, hein, tous les plans sur lui et tout, on avait vachement peur. On était à quoi? Attends, Tom Cruise, le dernier samouraï, vous savez, le stéréotype du sauveur blanc, je connaissais pas le terme à l'époque, c'est venu après. Hein. Le stéréotype du sauveur blanc, oulala, oulala. Et honnêtement, quand on regarde le film, on se rend compte qu'il est vachement plus subtil que ça, et vachement plus intelligent que ça. Vous me direz, oui, mais c'est quand même un occidental qui est accepté par les Japonais et tout. Oui, il est accepté par les Japonais parce qu'eux décident de l'accepter déjà, bon, ça c'est un détail, hein. Mais toi-même, quand tu regardes le film, tu ne sors pas de là en te disant « Waouh, qu'est-ce qu'on est fort les Occidentaux », tu te dis « Waouh, qu'est-ce que c'est cool le Japon traditionnel, qu'est-ce que c'est génial ». Comme j'ai dit, on a envie d'être comme Tom Cruise, on a envie d'être comme son personnage et de vivre ce qu'il vit déjà pour commencer. Mais surtout, regardez les Américains dans le film. C'est quoi les Américains? Ce sont des vendeurs d'armes pour tuer la tradition japonaise. Ils vont eux-mêmes entraîner les armées pour les méchants, quoi, finalement, hein, si on fait la chose de manière basique, hein, je veux dire, les gentils contre les méchants, ils vont être du côté des méchants, ils vont aller là-bas. En plus, on nous parle du massacre des Indiens, où on les voit flinguer des enfants, des femmes et tout. Et même à la toute fin du film, on voit que l'Amérique profite de cette modernisation du Japon pour vendre encore plus d'armes et tout et tout. Honnêtement, il faudra m'expliquer à quel moment est-ce qu'on voit l'Amérique comme quelque chose de positif dans le film. Justement, le personnage d'Algren, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à vivre en tant qu'Américain, il n'y arrive plus, il rejette son côté américain pour accepter ce côté japonais. À un moment donné, il y a le personnage qui lui dit, l'adversaire qui lui dit qu'est-ce qu'il y a dans votre pays que vous détestez autant? Et ben voilà, tout est là, et c'est grandiose, voilà, tout simplement. Je veux dire, le film est plutôt, on va dire anti-américain, le terme est un peu fort, mais il nous fait vraiment adhérer à cette idée de samouraï. On pouvait avoir peur qu'il nous fasse une grosse américanerie, mais quand c'est bien fait, faut le dire. Les Américains en font, des trucs patriotes avec des drapeaux dans tous les sens, et des fois ils ne le font pas. Et quand ils ne le font pas, il faut aussi le dire. Il faut le dire quand c'est bien fait, et quand ça fonctionne, et quand on est à fond dedans. Et évidemment, le film se veut international et viser les Occidentaux, c'est un conte de notre point de vue à nous, donc c'est pour ça qu'il y a ce personnage pour que nous, on pénètre cette société. Hein. Moi, vous le savez, j'aime bien le cinéma asiatique, j'ai vu des films japonais, hein, j'ai vu des films de samouraï, et oui, peut-être que si tu n'as pas le bagage complet, tu rentres pas dans ce film comme ça facilement pour comprendre tout ce qui est les codes d'honneur et compagnie, etc. Ça demande une certaine... pas forcément très compliqué, on y arrive, hein, avec un peu de bonne volonté, il faut juste l'avoir. Mais
on va dire, on est des Algren cinématographiques, on y arrive à rentrer dedans. Mais le film est fait pour que les Occidentaux comprennent et apprécient. Le film a été un carton au Japon. J'ai eu la chance d'aller au Japon, je crois que c'était l'année de sa sortie ou l'année d'après. Je peux vous assurer que dans tous les magasins, on trouvait le DVD et tout. C'était vraiment cool à ce niveau-là. D'ailleurs, je profite aussi. Hein. Quand j'ai vu le film, je me disais, oh là 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 là, comme il a de la chance, ce Tom Cruise. Et ben vous savez quoi? J'ai à peu près eu cette chance, moi aussi. Ouais, le mec, il se la raconte, il en est fier. Et ouais, parce que bah justement, c'était en 2004, je sais plus exactement quand j'y suis allé, j'ai pu aller au Japon, je me suis entraîné aux arts martiaux dans une école là-bas, une école dans la banlieue tokyoïte, donc ce qui veut dire que on était les seuls étrangers, moi et mes camarades du club de karaté, on était les seuls étrangers du club, du quartier, bref. À notre petite façon et avec tout le fantasme en moins, on a pu faire ce qu'a fait le personnage, et autant vous dire que... Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que j'ai envie d'y retourner. Je reviens quand même sur le film, si j'y arrive émotionnellement, pour vous dire que le film va aussi donc essayer de nous expliquer ce qu'est un samouraï dans l'esprit, dans l'aspect Bushido en tant que tel. Et ce qui est bien, c'est que le film, encore une fois, t'explique certains trucs, te les fait ressentir à d'autres moments, et il n'est pas spécialement relou sur le sujet. Pour la petite histoire, si vous voulez quelque chose sur le Bushido, vous pouvez lire ce livre, hein. Vu le nom, vous voyez qu'il vous explique le Bushido, il a été écrit par un japonais en anglais, à l'usage des occidentaux, je vais pas vous mentir, c'est pas un livre que je surkiffe spécialement, pour essayer de faire comprendre aux débiles d'occidentaux qu'on est, vous voyez. On va nous parler de Musashi, puis on va faire le lien avec un personnage de la culture occidentale, ok c'est cool, mais j'avais pas forcément besoin de ça, voilà. Mais si jamais pour les débutants, c'est pas mal, voilà. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est la comparaison justement entre l'esprit samouraï et celui du général Custer, j'ai envie de dire. On nous montre le général Custer comme quelqu'un de négatif, hein, c'est comme ça que le voit le personnage d'Algren, mais on nous montre aussi que ce même geste, ou un geste similaire, avec un autre état d'esprit, avec d'autres idées, d'autres ambitions, on peut faire la même chose, mais d'une manière plus positive. Et on voit clairement le lien entre le côté suicidaire, stupide, imbu de lui-même, et au contraire celui qui est fait pour servir. Bref, le Bushido dans tout son état, et c'est vachement intéressant. Avec ce côté justement posé, pour ressentir le temps qui passe, l'entraînement, l'acceptation, le film peut paraître lent. Il peut y avoir des problèmes de rythme. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Déjà parce qu'il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à remarquer, à sentir, à attraper, et il faut évidemment adhérer à cette magie. Le succès du film à l'époque et la réception qu'il a eue, je pense que ça fonctionne pas que chez moi, mais chez tout le monde, même chez les gens qui sont un peu moins geeks de l'Asie, on va dire. Il y en a qui sont beaucoup plus geeks que moi. Moi, je suis très limité, encore, hein, que les choses soient bien claires. Mais, je veux dire, ça fonctionne, il y a toujours quelque chose. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas d'action qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Les scènes d'action en elles-mêmes, il y en a peu. Hein. Il y en a, allez, une bataille au début, une bataille à la fin. Voilà. Et puis au milieu, il y a quelques échanges de sabres et tout pour dynamiser, et c'est bien fait. Il y a aussi la petite bataille des ninjas au milieu. Des ninjas, pas ninjas, enfin bref, on est encore dans le folklore asiatique. Hein. Pour la petite histoire, c'est aussi intéressant parce que c'est une scène qui arrive lors d'une scène où les samouraïs se détendent quand même, hein, parce qu'on nous dit que c'est des mecs qui sont concentrés que sur leur art, machin. Bah, comme quoi, ils arrivent à se détendre quand même, c'est un moment de connexion. Et c'est très intéressant de voir aussi la réaction du personnage d'Algren, là, parce que c'est le moment où, naturellement, il va défendre les samouraïs, alors qu'il aurait pu laisser les ninjas fracasser tout le monde, voire même tuer les samouraïs pour s'échapper. Mais naturellement, il le fait. Et le film est tellement bien construit pour que quand on arrive là, mais c'est logique qu'il le fasse. Là, tout de suite, ils vont attaquer ceux qui sont un peu ses potes à ce moment-là. Il le fait, mais d'un naturel. Bon, aussi parce que l'adversaire est fait pour ne pas être ses camarades, mais ça se fait avec un naturel tellement gros, tellement bien, et puis voilà, quoi. J'ai envie de revenir sur un autre détail, le fameux non-pensé. Ça, c'est une vraie leçon d'arts martiaux. C'est pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Hey, c'est un troisième dan de karaté qui vous le dit. D'accord, c'est une vraie leçon d'arts martiaux. Alors, ça veut pas dire fais rien, mais ça veut dire que tu apprends les techniques et tout, mais il faut surtout pas dans un combat que tu sois en mode alors attends, j'attaque, je défends, il m'attaque du droit, je défends du gauche, qui fait que là j'ai l'ouverture, je peux cogner, là ici je lui fais dans les côtes, et puis après je baisse le bras, je reviens. Non penser, ça veut dire apprends les arts martiaux, intègre-les, et finalement quand tu te bats, fais les choses naturellement sans te prendre la tête. Voilà. Évidemment ça demande beaucoup de pratique, mais voilà, je profite pour placer.
Remarquez aussi, si je puis me permettre, que dans l'évolution de Tom Cruise, à un moment donné, il va faire jeu égal avec le personnage de Hiroyuki Sanada, hein, mais ils vont faire jeu égal. Il ne va jamais le battre, parce qu'il ne faut pas non plus que le mec il débarque et il soit capable de battre le professeur, l'un des meilleurs guerriers samouraïs qui s'entraînent depuis tout petit. Ça aurait été un peu beaucoup. Donc ils lui font faire match nul. C'est déjà beaucoup, hein, comme truc. Le film nous parle aussi évidemment des traditions, que les traditions sont importantes, même si on modernise. Il faut faire attention, très attention à garder les traditions et à pas toutes les jeter à la poubelle comme ça d'un revers de main parce qu'on a décidé de les jeter à la poubelle. Surtout qu'on peut imaginer que certaines personnes ne les comprennent pas jusqu'à la fin où tout le monde s'agenouille face aux samouraïs parce qu'ils ont vu le truc. Les traditions ont une valeur et que si on les perd, ben, on risque de tous s'uniformiser. Donc ça veut dire qu'il faut garder ces traditions. Certaines, pas toutes, hein, certaines sont inutiles, hein, évidemment. Il faut les comprendre, parce que c'est ce qu'elle fait, ce que nous sommes, chacun dans chaque pays, mais ce qui ne veut pas dire ne pas évoluer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un équilibre. Chose que, de nos jours, à l'époque d'Internet, où c'est oui ou non dans tous les sens du terme, c'est un peu compliqué à faire comprendre à certaines personnes. Et le film, il va clairement, en tout cas, il est pro-tradition, hein, mais tradition japonaise, par exemple, la tradition américaine, comme je vous ai dit, pas très acceptée. Le film fait donc référence à toutes ces choses-là. J'ai envie de vous évoquer la bataille finale. Pourquoi cette bataille finale est géniale? C'est que bien que tu saches ce qui va se passer, hein, c'est le titre du film, hein, faut pas être con quand même, et même si tu revois le film, parce que là, même en revoyant le film, c'est tellement bien fait. Parce que la bataille finale commence par... Il y a beaucoup de morts chez les samouraïs. Ils acceptent, le côté enduré, souffrance du samouraï et tout, ils acceptent, pour ensuite contrer. Et quand ils contrent, ce qui est bien, c'est que tu vois toujours des samouraïs mourir, mais ils contrent, et au bout d'un moment, tu te dis, t'as envie d'y croire. Tu te dis, vont peut-être y arriver. Tu sais qu'ils sont à 1 contre 1000, je sais pas, pour dire une bêtise, aussi au niveau des armes et tout. Mais tu veux y croire. Tu te dis, ils vont y arriver. Et quand à la fin, ça n'arrive pas, ça te brise le cœur, ça te... Et en plus, comme le personnage d'Algren, pardon, encore une fois, il dit à un moment donné... je veux défendre ce que j'ai appris à aimer. Et c'est exactement pareil pour le spectateur. Pendant le film, tu apprends à aimer les personnages, tu apprends à aimer cette culture, tu apprends à aimer tout ça. Toi aussi, t'as envie d'être, comme j'ai déjà dit, un samouraï parmi eux et tout ça. T'as envie de tout ça. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Le film fonctionne tellement bien d'un point de vue émotionnel, dans ce qu'il raconte, dans ses personnages, dans ses décors. Le film n'a pas vieilli. Hein. J'avais un petit peu peur avec les années, que peut-être les effets visuels, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple quand tu arrives au bateau, au port, ou quand on a un plan large sur les armées, tout ça, le film n'a pas vieilli du tout. Il fonctionne vachement bien. En plus, le réalisateur, bon, il le dit, hein, mais bon, toujours si t'es Kurosawa, c'est normal, mais je veux dire, quand on arrive au village, on est dans un village, donc il y a ce côté justement, cette samouraï, hein, même si... la réception du village est assez différente entre les deux films, on est assez d'accord, totalement à l'opposé. La charge finale où ils se font tirer dessus, moi ça m'a fait penser énormément à Kagemusha, hein, par exemple. Donc pour dire que, voilà, ce film est un cri d'amour occidental, occidentalisé pour occidentaux, mais d'une vision romancée du Japon. Et ça, on a envie d'y croire, on a envie de l'aimer. Évidemment que ce n'est pas l'histoire vraie, on va revenir dessus, ce n'est pas l'histoire avec un grand H, ce n'est pas plein de trucs, mais pour le film, ça fonctionne mais merveilleusement bien, et t'as qu'une envie à la fin, c'est d'aller t'inscrire dans un club où on va te dire bon ça coûte tant, et dépêche-toi de payer, et les cours seront pas ça, puis on va te donner des leçons de vie totalement bidons. Oui, non, je critique certains clubs là, non, j'exagère, j'abuse, je suis méchant, c'est gratuit. Mais je veux dire, enfin bref, Le Dernier Samouraï, c'est de la bombe en barre, c'est extraordinaire ce film. Ce film, il est... Il est absolument génial, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. C'est du grand cinéma, c'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma, des bons acteurs, une mise en scène qui parle, le film qui aide, qui t'inspire, pas forcément à devenir à chaque fois un homme meilleur, même si ça peut t'inspirer à ça, mais ne serait-ce qu'à revenir aux bases, à la nature d'une certaine manière, quand il parle des plantes et tout, revenir à l'humain, revenir à ton quotidien, que ton quotidien, tu sois à fond dedans pour qu'il soit bien, vous voyez. Le film, il nous raconte tout ça, et il le fait avec maestria, il le fait comme un samouraï qui a travaillé son truc jusqu'à nous sortir le geste parfait. Ah, ouais, je crois que je kiffe ce film. Aïe, franchement, j'aime ce film à tous les niveaux. À tous les niveaux, je surkiffe ce film, voilà. Bon, maintenant vous voulez que je rentre dans le film, que je le tape et tout, hein, on va le défoncer, Parce que maintenant on va évoquer la partie historique, la vraie histoire.
Alors, pour commencer cette partie historique, je vais vous parler de choses qui sont pas vraiment liées au film. Des parenthèses, juste pour le fun. On va commencer à parler de Yusuke. Qui est Yusuke? Eh ben, justement, on sait pas, on connaît pas son nom d'origine, on ne connaît que son nom japonais, c'est le premier samouraï étranger. On dit de lui que c'est le premier samouraï étranger. C'était un samouraï noir, de couleur noire, puisque c'était un esclave africain qui est arrivé au Japon. Évidemment, vous imaginez qu'il était plus baraque, et, surtout les Japonais d'époque qui étaient plus petits, plus baraque et tout, donc il avait beaucoup de force. C'est quelqu'un qui a aussi assez rapidement appris la langue. Et il a rencontré un certain Nobunaga, qui à une époque était assez connu parce qu'il apparaissait dans certains jeux vidéo, depuis j'en entends moins parler. Nobunaga, donc, qui l'a pris sous son aile, hein, ils étaient confidents, hein. Peut-être plus que confidents, hein, c'est ce qu'on raconte, je sais pas, peut-être que Nobunaga avait de très grosses ambitions dans tous les domaines. Oh, quel humour. Et donc voilà, jusqu'à ce que Nobunaga soit vaincu et meure. Là, on ne sait pas ce qu'il est devenu, comme on ne sait pas trop quel est son nom d'origine et tout, mais ça a été un samouraï, et un samouraï qui était de couleur noire. Voilà, ça c'était pour le samouraï étranger Yusuke. Il y a un autre samouraï, mais cette fois-ci occidental, que j'ai envie de vous citer, un anglais qui s'appelle William Adams, qui donc a été navigateur, hein, qui est parti avec les Néerlandais, qui s'est retrouvé au Japon, et qui lui aussi a été pris sous l'aile d'un seigneur. C'est comme ça que ça se passe, hein, pour devenir samouraï, hein, faut pas chercher. Cette fois-ci, donc, c'était un certain Ieyasu Tokugawa, qui donc s'est servi de lui, de ses connaissances dans tout ce qui était maritime, les bateaux et tout ça, et qui finalement l'a fait samouraï et l'a fait rester au Japon, le laissant pas partir, même si par la suite il a eu l'autorisation de partir et il a repris des explorations maritimes, voilà voilà. Donc lui, en japonais, il s'appelait, je vais lire, petit instant, il s'appelait Miura Hanjin, Hanjin qui veut dire pilote, puisqu'il pilotait les bateaux. Je me permets déjà de préciser que je ne suis pas historien, donc si par hasard il y a des erreurs ou des choses qui sont pas complètes ou des trucs comme ça, n'hésitez pas dans les commentaires à apporter de la culture. Je fais ce que je peux avec l'histoire du Japon et ce que j'en connais, et puis les petites recherches que j'en ai faites. Voilà. Alors, pour vous parler de l'aspect historique, il faut d'abord qu'on définisse 2-3 trucs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un samouraï, hein? Parce que c'est bien joli, c'est quoi un samouraï? C'est un mec avec une épée et qui a de l'honneur. C'est un soldat, c'est un chevalier, c'est l'équivalent d'un chevalier de chez nous, donc qui sert un seigneur local, qui lui paye une certaine somme, donc le samouraï est un noble qui donc fait partie d'une certaine caste, ça c'est très important, hein, ce n'est pas un paysan, c'est quelqu'un de la noblesse et qui a donc certains privilèges liés à ce statut-là. Le seigneur qu'il sert, c'est un daimyo, donc un seigneur régional, donc le samouraï est aux ordres de ce seigneur-là, c'est ce seigneur qu'il va servir de toutes ses forces, pour lequel il va mourir, il va faire tout ce qu'il faut. Il faut savoir évidemment que le samouraï était payé, parfois certains samouraïs étaient répudiés, ils partaient, ils se faisaient engager ailleurs. Évidemment, vous me direz, oui, mais normalement, ils doivent se faire seppuku. Oui, mais la réalité, je pense qu'il se passe plein de choses. Vous savez, s'enlever la vie, je pense que même pour des Japonais, parfois, c'est pas totalement facile, je pense. Et voilà, on va prendre des pincettes. Le daimyo, donc les différents daimyo, qui composaient donc le Japon, étaient sous les ordres du shogun, hein, le shogun, qui était donc le dirigeant du pays, le chef militaire, c'est lui qui dirigeait tout ça, c'est lui le véritable président, on va dire, du Japon. Pourquoi je dis président? Parce que je pense que vous pensez à l'empereur, et l'empereur, qu'est-ce qu'il faisait, le Mikado? Eh ben l'empereur, lui, en fait, c'est un peu comme dans une de nos démocraties, c'est-à-dire dans les monarchies, il y a comme en Angleterre, en Espagne, tout ça, il y a des rois, mais en fait, ils servent à rien, ils sont là pour le folklore, parce que les gens les aiment bien, blablabla, parce qu'ils représentent quelque chose, l'incarnation de Dieu sur Terre, comme dit dans le film, mais ce n'est pas eux qui avaient le pouvoir. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps, mais c'est comme ça que je vous donne quelques infos, et peut-être ça vous permettra aussi d'avoir accès à d'autres films japonais, puisque le samouraï, ça ne veut pas forcément dire toujours la même chose en fonction des situations. On va parler de la période Sengoku, qui se passait entre 1450 et 1600, hein, d'accord? La période Sengoku, c'est celle où justement les seigneurs régionaux étaient tous en guerre pour devenir le shogun, pour prendre le pouvoir. C'est justement là qu'un certain Nobunaga, cité précédemment, a conquis une bonne partie du pays avant de se faire poutrer. Mais celui qui prendra le pouvoir, c'est un certain Tokugawa, que je vous ai aussi précédemment cité. Et là, les gens se disent, ah, mais en fait, il dit des trucs intéressants quand il parle dans le vide. Donc le shogunat Tokugawa a pris le pouvoir, il faut savoir que donc tous ceux qui héritaient, bah, c'était la famille, tout ça, c'était des gens du même clan, donc non seulement tu prends le pouvoir, mais t'en fais vraiment une dynastie. C'est pas juste un petit truc comme ça, c'est pas un président qu'on change tous les 4 ans, j'en sais trop rien. Hein, d'accord? C'était important. Mais Tokugawa, donc globalement, ce qu'il a réussi à faire, c'est à pacifier le Japon. Comment est-ce qu'il a pacifié le Japon? En mettant des règles hyper strictes, des règles avec des impôts très durs à payer, que si tu les payes pas, pam pam, le clan est dissous, ciao tout le monde, les samouraïs justement à la rue, etc. Il les obligeait aussi à passer une année, je sais plus tous les combien de temps,
à Kyoto, qui était la capitale, hein, pour les avoir près de lui, pour les surveiller, aussi parce que ça permet de faire une distance, hein, c'est pas comme aujourd'hui, où gérer son clan à distance c'est plus compliqué et tout ça. Donc il avait mis vraiment des règles hyper dures pour pacifier le Japon. Et vous savez quoi, il l'a pacifié. Pendant 200 et quelques années, 260 années à peu près, ils ont, parce qu'ils étaient plusieurs, hein, ils ont pacifié le Japon. Le shogunat Tokugawa, moi les dates c'est la galère, je vous lis, c'est de 1603 à 1867. Voilà. Pendant toute cette période, on dit souvent que le Japon était totalement fermé à l'étranger, etc. Mais en fait, non. Et là, vous revenez sur l'histoire que je vous ai racontée avant. Bah non, en fait, non. Il y avait déjà eu quelques contacts avec l'étranger, entre autres des Néerlandais qui négociaient, des Espagnols, des Portugais, tout ça, les Jésuites et tout ça. Il y avait des contacts. C'était pas la grande ouverture, mais il y avait deux, trois petits trucs. C'est vrai que le Japon, globalement, était fermé sur lui-même, mais il n'était pas totalement non plus... fermé complètement. La preuve, et là je vais commencer par tuer un mythe, c'est que les samouraïs, ils étaient pas totalement débiles. Quand ils ont vu qu'il y a un truc qui s'appelait le fusil, et qui te permettait de tuer l'adversaire à distance, les samouraïs, ils l'ont assez vite adopté, et ils ont fait la guerre avec. Alors ça veut pas dire qu'ils n'utilisaient pas les arcs, qu'ils n'utilisaient pas le katana et autres lances et variantes, mais... les samouraïs n'étaient pas totalement cons non plus. Hein. Quand on te donne une nouvelle arme pour casser des gueules, tu casses des gueules. 1854, ouverture forcée du Japon, première ouverture forcée du Japon par le Commodore Matthew Perry et ses bateaux, et ses canons surtout, qui justement avaient un avantage militaire. La relation Japon-USA, ça a toujours été compliqué, hein, ça a toujours été compliqué. Donc justement, il arrive avec ses bateaux, il arrive avec ses armes, boum, supérieur à tout le monde, boum, il écrase tout le monde, il montre la supériorité des Occidentaux en matière de technologie et d'armes, et boum, il force l'ouverture, première ouverture du Japon, première modernisation du Japon, première occidentalisation du Japon. Ceci a montré déjà aux Japonais une faiblesse dans leur système, dans leur organisation, ce qui fait qu'il y a déjà eu donc des pro-impérialistes, donc des gens qui sont pour l'empereur, pour que l'empereur reprenne le pouvoir, des pro-impérialistes qui ont commencé à se manifester à ce moment-là, parce qu'ils se sentaient faibles par rapport à l'étranger. Mais comme d'habitude, dans l'histoire, ce n'est pas réellement ça qui fait des changements, c'est plutôt le côté économique. En effet, à l'époque, le Japon avait des soucis économiques, les samouraïs avaient de la peine à se nourrir, le peuple aussi, et c'est ce qui fait que les gens se sont tournés du côté de l'empereur pour casser un petit peu tout ça. Comme d'habitude, quand ça va pas, on crie sur les dirigeants. Pendant cette période, le Japon se modernisait, les armées se modernisaient, elles avaient de plus en plus d'armes, elles étaient de plus en plus formées, que ce soit du côté du shogun Oda, d'ailleurs même du côté de ceux qui étaient pro-empereurs, et cela explosa dans une guerre civile qu'on appelle la guerre de Boshin, qui dura, comme d'habitude, les dates jolies, entre le 3 janvier 1868 et le 18 mai 1869. C'était une petite guerre civile qui n'a pas duré longtemps, et qui finit par la victoire des impériaux. Et ouais, donc fin du shogun, fini, terminé, restauration de l'empereur, l'ère Meiji commence. Si vous voulez voir des choses qui racontent des choses sur l'ère Meiji, évidemment, je peux vous conseiller de manière très grand public le célèbre manga qui a été adapté en animé, en OAV, en film live action, Kenshin, hein, qui parle un petit peu de tout ça et de l'héritage et tout ça comme c'est vécu, à la mode manga, à la mode cool, évidemment, mais vous pouvez le lire sans autre, c'est plutôt sympa. Voilà pour cette petite histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'empereur Meiji prend le pouvoir, hein. Les partisans qui étaient avec lui, ils voulaient qu'il montre la force du Japon, qu'il envoie bouler les étrangers dehors, mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé, parce que l'empereur Meiji, il a continué la modernisation, et il a même fait la seconde ouverture, cette fois-ci, c'est par forcé, c'est lui qui ouvre, et qui fait venir de plus en plus d'instructeurs étrangers. Il y en avait déjà avant, hein, que les choses soient bien claires, hein, dont un sur lequel on va revenir, mais qui font revenir encore beaucoup plus de monde. Il ne fait pas que ça, donc une des choses importantes qui est faite, c'est que il supprime, entre autres, les daimyo, les régions et tout ça. Il enlève tout ce pouvoir-là pour créer donc des préfectures. Alors, certains des seigneurs régionaux sont devenus donc responsables de la préfecture. Hein. Certaines préfectures correspondaient justement au territoire des daimyo d'époque, d'autres non. Hein. Mais évidemment, l'empereur, il a mis là ceux en qui il avait confiance, donc certains sont restés, d'autres sont partis. Et une des choses qui a été faite, c'était entre autres de supprimer, donc évidemment, le rang des daimyo, mais aussi des samouraïs, parce que les samouraïs, ça n'existait plus à ce moment-là. Pas que supprimer ce qui était un samouraï, supprimer le titre, entre guillemets, de noblesse. Il n'avait plus le droit de porter le sabre, etc. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est du symbole du passé. Il faut savoir que donc pendant Tokugawa, je vous ai dit que le pays a été pacifié, 300 ans de paix,
à peu près, hein, un peu moins, pendant laquelle on a un pays qui était totalement centré sur l'armée, sur la guerre, mais qui faisait pas la guerre, donc des soldats de métier qui faisaient pas la guerre, parce qu'il n'y avait pas de guerre, qui restaient là, comme ça, s'emmerder, et du coup, bah, tout ça, c'était un peu signe du passé, surtout que, bah, justement, il fallait de nouvelles armées, etc., etc. Parmi les changements, on a donc le déplacement de la capitale, hein, qui passe donc de Kyoto à Edo, qui du coup se fait appeler Tokyo. Peut-être que vous avez jamais remarqué que Kyoto et Tokyo, c'est le verlan l'un de l'autre. Capitale orientale pour le nom de Tokyo, donc qui change de nom et devient là la capitale. Avec cette centralisation du pouvoir, bah, certains samouraïs, comme je vous ai dit, bon, bah, ils sont acceptés, hein, ils se sont mis soit au service du nouveau gouvernement, soit ils ont fait d'autres trucs, mais il y en a qui ont un peu de peine. Il y en a qui ont un peu de peine à accepter tout ça. Même certains qui étaient pro-occidentalisation, ils ont trouvé que ça allait trop vite, trop loin, et surtout bah, qu'on perdait toutes les valeurs. Et une chose, c'est se moderniser, il y a une chose, c'est perdre toutes les valeurs. Là, vous pensez au film. En effet, un certain Saigo Takamori, qui était d'ailleurs pour l'occidentalisation des armées, hein, qui était pour faire la guerre en Corée, je rappelle, Corée, Japon aussi, histoire d'amour-haine, surtout de haine, encore une fois, et ben celui-ci bah, démissionne de son poste suite à cette occidentalisation et retourne dans son clan, à savoir Satsuma. Et là-bas, il ouvre une école privée, une école militaire, dans laquelle il enseigne évidemment donc, tout ce qui est technique militaire, technique de combat, et donc aussi tout ce qui est artillerie, hein, comme je vous ai dit, hein, et les samouraïs d'époque n'étaient pas contre être plus puissants que l'adversaire pour lui casser la gueule. Il se permet de recruter plein de samouraïs qui aussi étaient pas contents pour venir dans son école donner des leçons et tout ça. Hein. Faut dire que son école a eu un tel succès qu'il a pu ouvrir une centaine de succursales, donc les samouraïs venaient chez lui, ceux qui étaient pas contents et tout, et donc ce qui créa bah, une armée au sein du territoire. Les impériaux, donc, envoyèrent un espion pour essayer de voir ce qui se passait là-bas, comment ça se présentait. Il fut attrapé et on lui posait des questions. Il dit donc qu'il était là-bas pour voir ce qui se passait, si c'était vraiment des ennemis, et si cela représentait un problème pour l'empereur, un danger pour l'empereur, il était autorisé à essayer de tuer donc Monsieur Saigo Takamori. Ni une ni deux, cette fois, c'est la guerre, et les gens du clan Satsuma, Saigo Takamori, prennent les armes et se révoltent. Vous l'aurez compris, donc les samouraïs, certes, ils se battaient pour la tradition, pour le Bushido, pour tout ce que vous voulez, mais aussi pour leurs intérêts, leur classe sociale, leur noblesse, leurs privilèges. Voilà quoi. En fait, c'est comme ça dans beaucoup de choses à travers l'histoire. Vous verrez souvent que les grands héros qui défendent des causes, généralement, ils défendent leur propre cause. Saigo Takamori avait un total de 40 000 hommes et il se préparait à combattre une armée de 70 000 hommes, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que pendant que Saigo Takamori montait avec ses armées en direction de Tokyo, hein, face à cette grande armée, bah, ils étaient obligés de la jouer en mode guérilla, escarmouche et compagnie. Mais le problème, c'est que bah, en face, ils avaient toute l'armée qui était en plus toujours fournis avec des armes occidentalisées, etc., etc., par rapport à eux qui finalement s'étaient refermés sur eux-mêmes, et donc ils finirent par perdre la bataille. Saigo Takamori est donc obligé de retourner dans son fief, et ce qui va nous amener à la bataille de Shoriyama, où Saigo Takamori va donc faire une dernière bataille à 60 contre 1, hein, eux c'est 1, 60 contre 1, très peu de chance, mais c'est pour l'honneur, c'est pour les samouraïs, parce que pour eux il faut aller au bout, hein, leur esprit, leur façon de faire, ils vont aller jusqu'au bout, et ils vont livrer cette bataille où ils vont se faire dégommer. Il ne restera que 40 survivants, dont Saigo Takamori lui-même, tellement blessé, vaincu au bord de trucs. Saigo Takamori finalement se fera seppuku. Il n'a pas pu se faire seppuku lui-même parce qu'il était trop blessé, donc en fait son adversaire lui a juste coupé la tête, ce qui est l'assistant de la personne qui se fait seppuku, comme vous le voyez dans le film, quand le personnage d'Hashimoto tue, après la première bataille, coupe la tête du personnage. Et pour la petite histoire, c'est donc lui, Saigo Takamori, qui est considéré comme le dernier samouraï. Le dernier samouraï, parce que c'est celui qui est resté fidèle à ses valeurs jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Évidemment, des personnes qui ont été samouraïs ont participé au gouvernement et tout, mais c'est celui qu'on appelle, et que l'histoire avec un grand H, hein, a surnommé le dernier samouraï, le dernier vrai. Voilà, Saigo Takamori. Donc vous l'aurez compris, c'est l'équivalent de Hashimoto dans le film, avec beaucoup de différences. Et maintenant vous me direz, oui mais Tom Cruise, Algren, machin là, c'est une invention pure, oui ou non? La réponse est non, sauf qu'il n'était pas du tout américain. Oh tiens, des Américains qui dans un film américain font des trucs américains, non, pas du tout. Donc je vous ai dit, ils ne font pas pour se mettre en valeur, hein, mais c'est pour que ça leur parle à eux, et même pour une critique qui les concerne. En réalité, ce n'était pas du tout le cas, c'était un Français.
Alors, je profite déjà pour tacler un petit peu les réseaux sociaux et autres. Si vous tapez « Vrai dernier samouraï » sur Google en français, vous allez entendre parler que de ce mec-là, de ce français, et pas de Saigo Takamori. Parce que tout le monde est en mode « Oh, l'info est sortie, on va tellement s'astiquer le manche que... » Voilà, hein. Voilà, vous savez ce qu'il en est. Et même sur les réseaux sociaux, quand les gens parlaient du dernier samouraï, je suis tombé sur des trucs du genre « Ah, ce film est une insulte à l'histoire de la France ». Tout à fait, c'est exactement ça. Quand on regarde le film, tu dis « C'est l'histoire de la France qui est visée ». Hein. Si encore le dernier samouraï c'était en version Japon, une version des mousquetaires ou un truc comme ça, je veux bien, mais c'est pas le cas. Bref, on va revenir sur ce personnage français. De son vrai nom, Jules Brunet, il est envoyé au Japon après la première ouverture du Japon, hein, donc, hein, faut suivre, hein, pour former l'armée. Il va donc former l'armée du shogunat, hein, non pas la guerre de Boshin, hein, non pas la révolte de Satsuma, hein, la rébellion de Satsuma. Il va donc former les gens du shogunat, et bien qu'il ait été envoyé donc par Napoléon III, lorsque la guerre éclate, la guerre de Boshin, la France, elle, voulait rester à l'écart, rester neutre, et dit « Bon, bah maintenant vous revenez ». Mais lui, il a désobéi à l'empereur parce qu'il a beaucoup aimé la culture du Japon, et donc il a voulu rester là-bas pour continuer à former et livrer bataille. À savoir qu'il va donc suivre un certain, je vais vous lire son nom parce que voilà, Enomoto Takeaki. Se battant donc du côté du shogunat, qui est donc le grand perdant de cette guerre, ils vont partir dans le nord, à Hokkaido, et ils vont fonder ce qu'on appelle la République des eaux, donc une république sécessionniste, enfin bref, ils vont faire sécession avec le Japon. Ça ne va pas durer longtemps, parce que donc là-bas, ils vont se faire littéralement écraser par la main impériale, et puis voilà. Enomoto Takeaki se rendra, hein, puisqu'il était encerclé. Et en ce qui concerne Jules Brunet, après ça, il est reparti en France. Évidemment, quand il est arrivé là-bas, il a été reçu à coups de tatagne. Pas tant que ça, parce qu'au contraire, il a été reçu comme un héros. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a été reçu comme un héros. Alors, comme il a désobéi à l'empereur, on lui a mis une sanction, genre 6 mois sans faire partie de l'armée, ce qui retardera des trucs dont son salaire, machin, mais globalement, il s'en sort très très bien. Normalement, c'est un petit peu plus virulent que ça. Je crois que c'est la peine de mort, hein, qu'il y avait à l'époque pour ça. Donc voilà. Et le monsieur, qui avait donc déjà une formation militaire avant, qui avait déjà participé à des batailles, va continuer sa carrière dans l'armée et il finira même général. Il participera donc à la guerre franco-allemande de 1870, hein, d'ailleurs, dans laquelle il sera fait prisonnier. À savoir qu'il est fait aussi officier de la Légion d'honneur. Bref, autant dire que le mec a connu une carrière après ça des plus gratifiantes, et même paraît-il que les gens qui le connaissaient, c'était quelqu'un qui était très apprécié et appréciable, évidemment dans le domaine de la guerre, hein, dans le domaine où on tue l'ennemi en face, hein, mais je veux dire d'un point de vue militaire, paraît-il que c'était un tout bon, et que quand il est mort, il a eu le droit à des funérailles tout à fait valables et dignes de ce nom. Alors que fait ce film? Comme vous l'avez vu, il mélange deux événements, la guerre de Boshin et la rébellion de Satsuma. Il met tout ça ensemble et il mélange, d'accord? Il essaye de simplifier le plus possible tout ce qui est shogun, daimyo, empereur. Dans le film, on ne parle que de l'empereur, point barre, hein, shogun, tout ça, hop, loin, pour éviter que les gens se perdent. Parce que si tu parles de shogun, c'est qui le shogun? Ça veut dire empereur. Non, mais en fait, c'est pas l'empereur, machin. Donc on simplifie tout ça complètement. On intensifie énormément le côté traditionnaliste des samouraïs en mode non, moi je me bats plus avec des fusils. Ils disent à un moment hein, qu'ils refusent de continuer à utiliser des fusils. C'est-à-dire qu'il l'a utilisé et puis non, parce que moi je veux rester dans l'épée, machin, moi je veux être un traditionnaliste, truc bidule. On revient là-dessus. On modifie l'origine, en effet, du personnage français pour en faire un américain, mais je trouve de manière très intéressante, malgré ce que disent certains, une massacre de culture, je sais pas quoi, d'histoire française, n'importe quoi. Pour, dans le film, raconter quelque chose, justement, par rapport à ce que raconte le film, c'est-à-dire cette personne torturée qui va reprendre goût, entre guillemets, à la vie, qui va se sentir concernée par quelque chose pour le film. Certes, ça ne respecte pas l'histoire du tout du personnage français, hein, du personnage historique, mais il y a des raisons à cela, et c'est bien qu'on en parle, qu'on trouve des infos sur Internet pour rétablir cette vérité. Dans le film, ça fonctionne. Après, de là à dire que, du coup, c'est la plus grosse insulte à l'histoire de France, je pense qu'il y a pire. Hein. Honnêtement, on a vu pire dans le cinéma. Bien pire. Bref, le film, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Évidemment, c'est de mettre en valeur justement tout ce qui est pensée samouraï, visualisation samouraï. Il y va à fond là-dedans pour que ce soit ce qui ressorte. Le film, je ne pense pas, de ce que j'ai vu à l'époque, et même dans le film en lui-même, c'est pas écrit tiré d'une histoire vraie, inspiré de faits réels et tout. Il ne s'en vante pas. Il est dans un cadre réaliste, il se met dans un truc réaliste, mais ne représente pas l'histoire du tout. Le film est donc
historiquement parlant, très faux, hein, on va pas se mentir, il est très faux, mais il n'empêche que ce qui est important, c'est de ressentir, et là, ça fonctionne bien. Évidemment, après, il faut pas juste croire que ce qu'on a vu, c'est l'histoire vraie, mais ça, c'est comme toujours au cinéma, ça vous êtes au courant sur cette chaîne, je vous le dis depuis longtemps. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme j'ai dit, un film très faux historiquement, mais un super film, j'allais dire autre chose. Un film extraordinaire, un grand film, un grand blockbuster. De nos jours, on manque parfois de grands blockbusters comme ça, qui arrivent à être populaires, qui arrivent à être simples, qui arrivent à être efficaces, qui arrivent à raconter quelque chose, avec une caméra qui raconte des choses, tout ce que je vous ai déjà dit. Le Dernier Samouraï, c'est un excellent film, un film que j'adore énormément. Et donc, vous l'aurez compris, le Dernier Samouraï dans le film, même si c'est assez clair, c'est le personnage de Katsumoto, ce n'est pas celui de Tom Cruise. C'est pas celui de Tom Cruise, malgré ce qu'on aurait pu croire. Même s'il y a un débat, je veux bien, mais il n'y a pas de débat à l'arrivée. Ça, c'est... voilà. C'est Katsumoto, le Dernier Samouraï. Et c'est un excellent film que j'adore et que le revoir m'a fait un bien absolument fou. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et ciao.